Je m'appelle Julia, j'ai 39 ans. Je suis maman de 2 enfants, Chiara 13 ans, Luna 11 ans. Je suis mariée, je viens du côté de Strasbourg et voilà, j'ai été injectée la première dose le 9 juin 2021. Et déjà après, j'ai ressenti des douleurs terribles dans le bras gauche, dans la nuque, cervicale, la tête. Et ça a été assez violent, je dirais. Surtout que j'étais vaccinée en vaccinodrome, donc il y avait le petit quart d'heure après. J'étais pas forcément très bien, mais je suis rentrée chez moi difficilement. Le soir c'était très compliqué, donc j'ai pris un médicament pour soulager un petit peu les maux de tête. C'était vraiment très violent au niveau de la tête. Et le lendemain je suis allée voir le médecin parce que j'étais pas bien du tout, donc je me suis mise en arrêt maladie. Et le week-end a passé. 6 jours après la première dose, j'ai été prise de douleurs thoraciques, des douleurs que je ne connaissais absolument pas. Et donc j'ai appelé les pompiers qui sont venus me chercher. Et donc du coup, j'ai fait un petit aller-retour où tous les résultats étaient tout à fait normaux. Et donc ça prouve encore qu'à l'époque, tout était normal et il n'y avait rien. J'avais pas de problème de santé particulier avant. Ça a mis à peu près 15 jours à passer, ces douleurs-là. Et je n'ai pas fait le lien à ce moment-là entre la dose et les 6 jours après. Donc je suis allée faire ma deuxième dose le 19 juillet 2021. Et de suite après l'injection, pareil, de nouveau des douleurs dans le bras gauche, dans les cervicales, dans la tête, des maux de tête violents. Et le soir même, j'étais dans un état tellement catastrophique que je suis allée me coucher et avec pareil un effet Ralgan. Et le lendemain, je suis retournée voir le médecin et donc là, elle m'a fait un ECG. Elle m'a envoyé faire une prise de sang en urgence au laboratoire. Et là, elle m'appelle 1 heure après en me disant qu'il faut que j'aille tout de suite aux urgences parce que mes dédimères étaient à quasiment 1700. Donc elle pensait que je faisais une embolie pulmonaire et donc j'arrive aux urgences. Ils me refont une prise de sang pour vérifier que mes reins vont supporter l'angioscanner que j'allais passer. Et donc là, on se rend compte que c'est pas une embolie pulmonaire. Je fais une péricardite aiguë avec épanchement. Et donc je vois le cardiologue tard dans la soirée qui me demande de filmer avec mon téléphone à ce moment-là l'écho cardiaque que je vais passer aux urgences parce que je le reverrai quelques jours plus tard à son cabinet pour voir un peu la différence entre le moment où on voit la péricardite aiguë et quelques jours après avec un traitement en place à la sortie des urgences. J'étais très fatiguée, des douleurs mais terribles. J'ai vraiment cru que j'allais y rester en fait. C'est des douleurs qu'on ne connaît pas quand on est... j'étais assistante maternelle, je gardais des enfants, je faisais 47 heures par semaine avant. Et ça m'handicapait vraiment au quotidien parce que beaucoup de fatigue. Et donc suite à ça, donc, je suis retournée voir le cardiologue une semaine après. Et on en était toujours au même point. Donc j'ai été sous aspégique, colchicine pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Sauf que les douleurs ne désemplissent pas depuis bientôt 4 ans. Et donc du coup, j'ai passé j'ai fait beaucoup d'allers-retours aux urgences depuis 4 ans. Parce que toujours cette sensation d'oppression, de douleur. Et j'ai eu beaucoup de soucis aussi pour pouvoir me faire perfuser. J'avais des problèmes avec mon sang qui coagulait. Donc ça aussi, c'était de l'angoisse à chaque fois que j'allais aux urgences, devoir se faire perfuser pour pouvoir avoir un minimum de médicaments pour pouvoir être soulagée. Même à l'IRM cardiaque, on a dû s'y reprendre à 3 fois avant de pouvoir passer l'IRM parce que mes veines claquaient en fait. Et j'avais jamais eu de soucis. Et une petite anecdote toute simple, la cuillère tenait à mon bras et à mon sein gauche. Ça a duré plusieurs semaines. C'était assez hallucinant. Donc voilà, et les mois ont passé, les douleurs ont persisté. Au jour d'aujourd'hui, la péricardite, elle est chronique. Ça ne part plus, j'ai toujours de l'eau autour du cœur. J'ai développé d'autres pathologies dans les mois qui ont suivi, des douleurs de dos de plus en plus intenses, notamment au niveau des sacro-iliaques. Mon médecin traitant a fini par m'envoyer voir un interniste parce qu'il ne savait plus quoi faire pour moi.
Donc avec tous les examens que j'ai passés au jour d'aujourd'hui, j'ai la spondylarthrite ankylosante. Voilà, donc j'ai un œdème osseux au niveau du bas du dos. J'ai l'encéphalomyélite myalgique, donc je suis très fatiguée et des fois je me perds dans ce que je raconte parce que cognitivement, en fait, c'est devenu très compliqué avec des pertes de mémoire, problèmes cognitifs. Un SAMA, syndrome d'activation mastéocytaire, où j'ai régulièrement des troubles ORL et digestifs. Et récemment, psoriasis du cuir chevelu. Donc j'en ai plein la tête. Ça gratte, ça démange, c'est terrible. Donc voilà, comme si ça suffisait pas, beaucoup de pathologies. Et puis, ouais, je suis passée par des phases où j'ai eu vraiment terriblement peur de mourir, de laisser mes enfants, ma famille derrière moi. Et il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, c'est mes enfants qui me déshabillent le soir, parce que je suis plus capable forcément de le faire, en fonction de ce que je fais dans ma journée. J'ai une auxiliaire de vie aussi, qui vient, donc 18 heures par mois. Et ça aussi, deux dossiers MDPH et avec un recours à faire. C'est très lourd en tant que victime, personne malade. On a déjà tellement de mal au quotidien pour pouvoir faire les petites choses de notre journée. Devoir gérer des dossiers MDPH, ouais, c'est pas évident. Et je me suis battue pour avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Et suite à tout ça, en 2022, j'ai lancé une procédure au niveau du tribunal judiciaire de Paris. Parce que pour moi, c'est une injustice que je vis. C'est pas normal, j'ai fait confiance et on m'a menti, clairement. À aucun moment, on m'a dit qu'on pouvait avoir des effets secondaires. À aucun moment, on m'avait dit que je pouvais être malade comme je le suis aujourd'hui. Et donc, on a lancé une expertise, on a demandé une expertise médicale au tribunal judiciaire à Paris, que j'ai passée en avril 2023. Voilà, donc j'étais face à 2 avocats de chez Pfizer, un cardiologue, les 2 experts médicaux et mon avocat. Donc voilà, ça a été très intense, très prenant aussi, parce qu'on est face à tous ces gens, il faut raconter son histoire. Leur expliquer tout ce qu'on peut vivre au quotidien en tant que malade et victime. Et voilà, j'ai même pas 40 ans et je me retrouve dans une situation compliquée, financière aussi. Donc, le 27 octobre, on a eu le retour du tribunal avec la fin de... Le tribunal a statué sur la fin de non-recevoir de Pfizer. Donc, ça veut dire qu'en fait, ma demande est recevable. Donc, le combat continue. Je lâche rien et j'irai jusqu'au bout. Et le 15 décembre, on aura la conclusion au fond, donc la fin de l'affaire. Voilà, donc je remercie infiniment mon avocat qui m'a aidé aussi à me battre jusqu'à maintenant. Et voilà, c'est pas évident, quoi. Qu'est-ce qui t'a convaincu de faire le vaccin ? En fait, je ne connaissais personne à ce moment-là qui me disait, voilà, n'y va pas, ne le fais pas. La famille autour est allée se faire vacciner, les amis autour, mon médecin traitant. Vu que j'étais assistante maternelle, je gardais des enfants et c'est vrai qu'avec les 2 années on a passé avec le masque, ça a été compliqué. Voilà. Et donc, malheureusement, je n'ai pas eu personne pour me dire, n'y va pas en fait. Donc, voilà, je me suis laissée avoir par la radio, les médias, le médecin traitant qui disait que voilà, les enfants sont vecteurs de maladies, protège-toi. Voilà, donc j'y suis allée et pensant protéger mes proches tout simplement. Hein. Voilà. Depuis que tu as eu des effets secondaires, comment ton entourage a réagi ? Comment ça s'est passé quand tu leur dis que tu es victime des effets secondaires du vaccin ? Ma maman a tout de suite été très inquiète quand je lui ai dit en sortant de l'hôpital en juillet 2021 que j'avais une péricardite, j'avais de l'eau autour du cœur et tout ça. Forcément, elle est inquiète. Hein, le cœur, c'est le moteur du corps. Donc, il n'y a plus de cœur, t'es plus là. Hein, donc, beaucoup d'inquiétudes. Et j'ai de la chance d'avoir des parents qui sont très proches de moi, qui m'aident beaucoup au quotidien aussi quand j'ai besoin pour les enfants, etc.
Mon mari aussi est très présent. Et j'ai vraiment eu la chance d'être soutenue et entourée depuis le début, en fait. Donc ça, c'est une chance que tout le monde n'a pas. Et voilà, ils sont là si j'ai besoin, j'ai rien à dire là-dessus, quoi. Et au niveau médical, comment a été le parcours avec le corps médical? Est-ce qu'ils ont été à l'écoute ou est-ce que, comme beaucoup de gens que j'ai interviewés, on te disait que c'était dans ta tête? Non, alors j'ai eu la chance de pouvoir avoir un médecin et la remplaçante d'ailleurs du médecin qui, quand elle m'a vue le lendemain de ma deuxième dose, elle a tout de suite pris les choses au sérieux. Quand elle a vu que mes dédimères étaient à 1700 avec le retour le compte-rendu des urgences, elle a tout de suite fait dans la foulée la remontée à la pharmacovigilance. Je ne savais même pas que ça existait à l'époque, hein, je découvrais. Et donc du coup, tout a été pris au sérieux dès le départ. Par contre, à un moment donné, il y a eu un petit temps de quelques mois où mon médecin ne savait plus quoi faire avec moi. Et c'est là que il a décidé de m'envoyer voir un interniste pour toutes les douleurs que j'avais au niveau du dos, les douleurs articulaires, musculaires, la fatigue intense que j'avais. Mais pour me traîner, c'était terrible, quoi. Donc... Du coup, l'interniste qui me suit depuis maintenant 3 ans, ouais, quelque chose comme ça, il est vraiment top parce que il m'a fait des super comptes rendus médicaux pour les dossiers MDPH. Il m'a fait faire tous les examens que j'avais besoin pour pouvoir chercher et trouver ce que j'avais, donc la fameuse spondylarthrite. Je suis allée consulter aussi un autre interniste à Paris pour l'encéphalomyélite myalgique qui m'a confirmé l'EM et puis le SAMA aussi. Voilà. Donc c'est vrai que non, j'ai eu un parcours médical plutôt facile, on va dire, comparé à certains, oui, qui effectivement ont eu beaucoup de mal. Après, j'ai aussi beaucoup mené la danse. Je me suis beaucoup écoutée parce que quand j'ai vu ce que ça a donné après ces injections, à quel point ça m'a rendue malade, j'ai dit on ne mourra plus. Ça, c'est terminé. Je m'écoute beaucoup et ma santé, c'est mon pouvoir maintenant au jour d'aujourd'hui. Et c'est moi qui décide ce que je fais, comment je le fais et voilà, je m'écoute vraiment. Et je pense que c'est important que chacun s'écoute parce que personne connaît mieux son propre corps que soi. Et il y a même des médecins où c'est moi qui ai demandé à l'interniste est-ce que vous pouvez me faire un courrier pour aller voir tel et tel médecin, par exemple le neuropsychologue pour les troubles cognitifs et les pertes de mémoire. Voilà, c'est moi aussi maintenant qui demande quand je vois que les choses sont pas faites parce que des fois ils y pensent pas ou voilà, c'est pas forcément naturel chez le médecin de le dire, mais moi maintenant je m'écoute et quand j'ai besoin je demande et qui ne tente rien à rien et au jour d'aujourd'hui voilà, je fais les choses en fonction de mon corps et de mes besoins. Comment tu en es arrivé à prendre contact ou à être contacté par l'association à la victime? Alors, avant de parler de la victime, d'abord, c'est grâce à Dominique Bodino qui a créé la carte de France Viac 19, qui m'a mis en contact avec les gens de ma région, parce que je ne savais même pas qu'à côté de chez moi, il y avait des associations, il y avait le collectif Antipass, il y avait les Loups de la Liberté. Et en fait, j'ai rencontré d'abord les gens de ma région, et puis ça, c'était en 2023. Et je ne sais plus comment ça s'est fait, mais je suis tombée sur Mathieu Dubois et puis j'ai adhéré début 2024 à l'association. On s'est rencontrés la première fois à Vierzon et c'est vrai qu'on a noué des liens qui sont très forts et on est parti dans pas mal de pays. On a quand même fait l'Autriche, on a quand même fait l'Italie. Je fais partie aujourd'hui du conseil d'administration de la victime. Et voilà, on est là pour aider d'autres victimes parce que voyant le parcours que j'ai eu, il y en a, c'est très très compliqué, ils sont dans de pires états encore que moi et pourtant Dieu sait que c'est pas facile tous les jours. Mais voilà, j'ai envie d'être là aujourd'hui, j'ai envie d'être utile pour tous ces gens, les aider pour les dossiers MDPH aussi parce que il y en a qui n'ont toujours rien et c'est vrai que c'est très très compliqué de devoir le monter, de devoir le préparer en tant que personne malade, c'est de l'administratif, c'est de la demande, on nous demande quand même d'expliquer notre situation et c'est pas toujours évident parce que des fois on a envie de minimiser aussi dans le sens où on
on se dit on est capable de faire telle et telle chose, ou ça je suis capable de le faire, et en fait on se rend compte qu'en fait on a quand même besoin d'aide et que c'est pas toujours évident, et derrière on le paye derrière. Et je pense que c'est important aussi d'être là, d'entendre et d'écouter les victimes, parce que j'aurais voulu qu'à l'époque, en 2021, on me tende la main. Et pourtant j'ai tout fait toute seule de A à Z. Et voilà, donc si on peut donner de notre histoire aux autres et de les aider pour peut-être accélérer les choses dans leur dossier à eux, ben voilà, on est là pour ça. Donc, et par la suite, suite à Vierzon, l'idée est née après de créer une association en Alsace, à côté d'Haguenau, qui s'appelle On a eu notre dose. Donc moi je suis porte-parole de cette association où on fait régulièrement aussi des manifestations, on se déplace. Voilà, on a pas mal de choses qu'on fait sur le terrain pour être là, présent, et que les gens sachent qu'on existe. Et souvent, on est vraiment bien accueillis maintenant. Avant, c'était un peu compliqué. On a toujours des gens qui disent que c'est pas vrai. Mais là, on avance maintenant. On avance, il faut qu'on continue le combat. Et on a quand même plus de 70 adhérents, dont 22-25 malades au niveau de l'Alsace. Voilà, on est une petite association locale, on fait du lien. Voilà, on est là si on a besoin, s'il y a besoin d'aide. J'ai déjà rencontré des gens de ma région qui m'avaient demandé de l'aide pour les dossiers MDPH aussi. Voilà, donc je suis là, je veux vraiment aider. J'ai envie, je veux me sentir utile. Qu'est-ce que toutes ces associations t'apportent personnellement ? Ça m'apporte du réconfort, on n'est pas tout seul, on vit les choses ensemble, et en plus Mathieu, Macha, Laure, Mélanie, Seb, enfin là, c'est que des personnes qui ont leurs propres histoires, mais on est une famille d'âmes et on est vraiment très très soudés tous. Et sans ça, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui, vraiment. Malgré ma famille, c'est vrai que c'est pas évident, mais on a besoin des uns des autres pour avancer, et ça nous donne une force incroyable tous ensemble. Comment tu penses que le monde réagirait à un nouveau Covid ? Est-ce que tu penses qu'on se ferait encore avoir ? Non, je pense pas. Je pense que ça a réveillé énormément de gens. Autant sur tout ça, sur les labos pharmaceutiques, sur le réveil spirituel aussi. Moi, j'ai découvert tout un monde que je ne connaissais pas non plus de ce côté-là, mais je pense clairement que maintenant, il y a assez de gens qui sont réveillés. Ça, c'est clair. Par contre, le problème, c'est que voilà, ils nous tiennent avec les salaires, payer le crédit de la maison. Enfin, en fait, c'est ça qui est terrible. Donc, est-ce que les gens iraient encore ? Je sais pas. Enfin, j'espère pour eux que non, parce que quand on voit les effets secondaires qu'il y a aujourd'hui, et Dieu sait qu'il y en a je ne sais pas combien, et c'est mondial, non, j'ai envie de croire que les gens maintenant n'iraient plus du tout se faire injecter, quoi. Hors contrainte. Hors contrainte, oui. C'est toujours ça en fait. Hein. Et qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur l'être humain ? C'est compliqué comme question. Je vais avoir du mal à y répondre, mais disons que... Non, je ne vais pas y arriver. On va switcher. Suivant. Bon. Une autre question difficile. Comment tu vois le futur ? Comment je vois le futur ? Alors déjà, c'est compliqué de me projeter. Franchement, c'est très compliqué de me projeter aujourd'hui. Je vis au jour le jour. Il y a des jours, j'arrive même pas à aller à mes rendez-vous médicaux, tellement les douleurs, la fatigue. Non, c'est tellement handicapant au quotidien. Je vis au jour le jour. Je peux pas faire de plan sur la comète. Quand il y a des choses, je note en avance, mais je fais en fonction du quotidien et de la saison aussi, parce que plus on avance vers l'automne et vers l'hiver, plus c'est compliqué aussi pour moi avec les douleurs et les pathologies. Donc je m'écoute et je fais comme je peux, au jour le jour. Qu'est-ce qui te manque le plus d'avant le Covid ? Ma vie de femme, ma vie de maman au jour d'aujourd'hui. Enfin, c'est vrai
les enfants aujourd'hui, des fois elles me disent « Oh maman, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien aller là ». Moi, je suis pas toujours capable de pouvoir y aller en fait. Donc vraiment, ma vie normale d'avant, avant j'étais assistante maternelle, je gardais 4 enfants, plus les 2 miennes, donc j'en avais 6 à la maison, on faisait des bricolages, on sortait, on allait marcher. Le soir, j'allais marcher avec ma voisine, on faisait 1 heure de marche rapide. Enfin, je faisais plein de choses avant et aujourd'hui, c'est compliqué. Vraiment, la plupart du temps, je suis allongée au canapé, au repos, sous oxygène. Donc, je me sens diminuée, je suis handicapée. C'est difficile de le dire, mais c'est vrai. Et ma vie d'avant me manque. Tout me manque, en fait. Parce que même quand on va faire une sortie en famille, je suis obligée de prendre le fauteuil, je ne peux plus marcher des kilomètres, enfin, je me fatigue très vite. Tout est devenu un combat au quotidien et c'est devenu très difficile, quoi. Si tu pouvais remonter dans le temps et te dire à toi-même quelque chose, qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute-toi et n'y va pas. Écoute-toi et n'y va pas. Parce que c'est vrai que se retrouver handicapé à 40 ans, personne n'a envie de vivre ça. Et voilà, n'y va pas. Vraiment. Mais d'un autre côté, j'ai rencontré des personnes tellement incroyables. Alors, revivre tout ça et ne pas le vivre, je sais pas. Parce que certes, j'ai une vie différente aujourd'hui. Je m'écoute, je vis différemment, mais en même temps, toutes ces personnes que j'ai autour de moi, c'est des personnes qui sont tellement formidables. Et je suis tellement contente de les avoir rencontrées dans ce combat. Donc, ouais, c'est compliqué. Ou alors, qui sait, est-ce qu'on se serait rencontrés soit dans une autre vie ou un autre moment, je sais pas. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie, je pense que... Ouais. Personnes qui sont destinées à se rencontrer se rencontreront. Quoi qu'il arrive. C'est vrai. Dernière question, qui n'est pas une question. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais oublié de te poser que tu voudrais que je te pose? Un dernier mot à ajouter. Je pense que maintenant, il faut s'écouter. Il faut prendre sa santé en main. Notre santé, c'est notre pouvoir. Et il ne faut plus laisser les médecins nous mener aussi des fois à la baguette. Je pense que c'est important de reprendre notre pouvoir, vraiment de s'écouter et de rien lâcher. Parce que des fois, il y a des belles choses au bout. Et voilà, et s'il y a d'autres gens qui veulent rejoindre les associations, on est là en fait. On est là pour les écouter, on est là pour les aider, pour monter les dossiers MDPH. Et puis s'il y a besoin de plus, voilà, on y est passé avant eux, donc on est là. Et on les lâchera pas, et on ira jusqu'au bout, et on ne lâchera pas le combat, quoi qu'il arrive. Okay. Est-ce qu'il y a une question dans le public? Non, je laisse parler comme ça. Une question, qu'est-ce que... c'est pas piégeux du tout, hein, mais qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, alors, toutes ces belles associations existent, est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu ferais différemment vis-à-vis des associations ou d'emmener quelque chose d'autre qui n'existe pas encore aujourd'hui? Alors c'est une question très vaste, hein, mais qu'est-ce qui fait que, c'est toujours intéressant pour chacun, mais toi qui es dedans, en plus dans 2 associations, en 3 même, qu'est-ce qui fait que... tu trouves qu'il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on rajoute ou qui permettrait d'aller encore plus loin ou encore plus présent vis-à-vis des victimes? Je trouve qu'on en fait déjà énormément. Donc, qu'est-ce qui manquerait? C'est une bonne question, mais là, comme ça, je ne vois pas. Je pense que déjà, d'être là, d'être présent sur le terrain, c'est énorme. De pouvoir discuter avec des victimes qui vivent un petit peu la même chose, c'est déjà énorme de pouvoir délier la parole et que les gens se sentent en confiance. Après, il nous manque quoi? Des dons. Les dons dans les associations pour pouvoir peut-être faire encore plus de choses. Des valides. Comment? Des personnes valides. Ah oui, tout à fait. Et des personnes valides qui nous aident, parce que c'est vrai qu'on est malade, on aide à gérer de l'administratif, préparation de réunions, et c'est vrai que des personnes valides, ça serait pas mal.
Donc s'il y a des personnes qui ont envie voilà, de rejoindre les associations pour venir nous aider à organiser, à préparer des choses, on en a vraiment cruellement besoin, quoi. Ouais.